Une anomalie froide a fracturé la routine économique du Ghana lorsque 2,7 milliards de dollars se sont matérialisés en seulement 4 mois, sans qu'aucun nouveau gisement n'ait été découvert. Ce contraste violent entre des décennies de pertes invisibles et une hausse soudaine des revenus aurifères a révélé une faille que les autorités ne pouvaient plus balayer, car rien n'avait changé sous terre, seulement dans la manière de surveiller ce qui en sort. Alors comment cette bascule s'est-elle produite et pourquoi la méthode d'Ibrahim Traoré semble-t-elle avoir réécrit des règles que l'on croyait immuables? Le point de rupture est ici. Si l'explosion des revenus aurifères a surpris même les acteurs les plus aguerris, c'est parce qu'elle a révélé un mécanisme que l'on croyait trop enraciné pour être renversé, la fuite systématique de la richesse nationale. Dans cette enquête, vous allez comprendre comment un changement institutionnel précis peut inverser un rapport de force vieux de plusieurs décennies, rendre visibles des flux jusque-là occultés et transformer un secteur longtemps capturé par des circuits opaques. Mais cette histoire n'est pas seulement une démonstration technique, elle engage un enjeu bien plus vaste, celui de savoir si un État peut réellement reprendre contrôle d'une ressource que beaucoup considéraient perdue avant même d'être extraite. Et si, derrière les chiffres, se trouvait une réponse capable de redéfinir la souveraineté économique à l'échelle régionale, une réponse que personne n'attendait aussi vite, le micro-hook qui est ici, la solution ne réside ni dans la géologie, ni dans la chance, mais dans un acte politique que d'autres nations observent déjà en silence. Les premiers chiffres vérifiés ont brisé la tension accumulée depuis des années. En janvier-avril 2025, les exportations aurifères du Ghana ont dépassé les 30 000 kg, soit presque 4 fois les volumes du début 2023. Cette poussée spectaculaire, qui a généré 2,7 milliards de dollars en 4 mois, a révélé qu'aucune avancée technologique ni découverte géologique n'était derrière le basculement. Ce qui s'est joué, c'est la matérialisation d'un écart que beaucoup soupçonnaient sans jamais pouvoir le mesurer. L'or ne disparaissait pas dans la terre, il disparaissait dans les circuits. Depuis des décennies, le Ghana figurait pourtant parmi les 3 géants de l'or ouest africain, aux côtés du Mali et du Burkina Faso, représentant à eux près de 10% de la production mondiale. Cette abondance naturelle aurait dû bâtir une marge économique confortable, mais le pays n'en récupérait que des fragments, car la chaîne de valeur lui échappait presque entièrement. Les multinationales, installées depuis longtemps, exportaient la matière brute vers des centres de transformation étrangers, négociant des contrats auxquels l'État n'avait qu'un accès minimal, tandis que les données clés se volatilisaient dans des structures comptables opaques. En parallèle, le secteur artisanal, pourtant vital pour plus de 10 millions de travailleurs en Afrique subsaharienne, restait piégé dans un marché dominé par les intermédiaires et frappé par la contrebande organisée. Cette mécanique conduisait à un paradoxe devenu banal. Un pays riche en or, mais pauvre dans ses comptes. L'écho de cette contradiction s'est aggravé lorsque Swissed a révélé l'écart massif de 2,29 tonnes entre les exportations déclarées par le Ghana et les importations enregistrées par ses partenaires commerciaux entre 2019 et 2023. Ce gouffre, équivalent à plus de 11,4 milliards de dollars, a confirmé que la fuite n'était pas conjoncturelle, mais structurelle, entretenue par une porosité frontalière et une collusion persistante. Et c'est précisément à ce stade que la figure d'Ibrahim Traoré a commencé à peser comme un modèle alternatif, démontrant qu'un État pouvait reprendre le contrôle d'un secteur considéré comme irrémédiablement capturé. Le Ghana observait silencieux avant que les chiffres eux-mêmes n'imposent le réveil. Le premier repère pour comprendre cette bascule est de suivre ceux qui, au plus près du terrain, ont perçu le changement avant qu'il n'apparaisse dans les tableaux officiels. Parmi eux, de petits opérateurs aurifères de l'intérieur du pays ont remarqué que les circuits parallèles perdaient soudainement de leur fluidité, comme si une main invisible avait resserré les mailles du filet. Le cas d'un acheteur régional du sud-ouest l'illustre clairement. Habitué à voir partir des lots entiers vers des réseaux transfrontaliers informels, il a observé dès février 2025 une chute nette des sorties clandestines, tandis que les transactions formelles augmentaient en volume et en prix.
Un autre exemple, rapporté par une coopérative de mineurs artisanaux, montre que les offres des intermédiaires étrangers, auparavant irrésistibles malgré leur opacité, ont été soudainement remplacées par des propositions locales plus transparentes, soutenues par un cadre de régulation renouvelé. Ce glissement n'était pas spontané, il trouvait son origine dans un modèle voisin, celui que le Burkina Faso avait consolidé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, et qui démontrait qu'un État pouvait, par un contrôle serré des sorties, provoquer une reconfiguration immédiate des incitations économiques. À mesure que ces signaux se multipliaient, les premiers impacts devenaient mesurables. Davantage d'or transitait par les canaux officiels et les bénéfices commençaient à refluer vers les circuits nationaux plutôt que de s'évaporer dans les routes de contrebande. Le véritable enjeu se dessinait alors avec netteté. Quand le contrôle change de main, toute la chaîne s'ajuste, parfois silencieusement, mais toujours profondément. Le déclencheur est survenu sans fracas, presque comme une correction administrative passée inaperçue. Le Ghana avait supprimé le prélèvement sur l'or artisanal non traité, un geste qui semblait purement technique, mais qui a libéré d'un coup un segment longtemps étouffé. Cette mesure a modifié l'arbitrage des mineurs, réduisant la tentation des circuits parallèles et réorientant les flux vers des points de collecte nationaux. Puis un second mouvement s'est enclenché, plus discret mais bien plus décisif. Un examen minutieux des écarts commerciaux révélé par Swissed. Les chiffres ont frappé. 229 tonnes manquantes, 11,4 milliards de dollars volatilisés, ce n'était plus un soupçon, c'était une hémorragie documentée. Face à cela, la question n'était plus si, mais comment. Le point d'inflexion réel est arrivé lorsque la présidence a admis que les correctifs successifs, taxes, ajustements, exemptions, n'avaient rien résolu. Le système était poreux, les routes transfrontalières étaient familières aux passeurs, les multinationales contrôlaient la transformation, les données échappaient aux institutions, et les mineurs privés d'alternatives restaient dépendants d'intermédiaires informels. C'est à ce moment précis que l'influence d'un modèle extérieur est entrée dans l'équation. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, avait déjà démontré ce que produisait un verrouillage strict du secteur aurifère. Interdiction des exportations brutes, raffinerie nationale, nationalisation ciblée, surveillance renforcée. Le Ghana observait, mesurait, comparait. Les écarts entre production déclarée et volume réel rendaient l'imitation rationnelle. La montée en tension s'est accélérée lorsque les discussions parlementaires ont adopté un rythme inhabituellement rapide. Les consultations se sont enchaînées. Les rapports techniques ont circulé. Les recommandations ont convergé vers une réponse unique. Un organe centralisé de contrôle complet. Le climax est arrivé le 28 mars 2025, quand la loi 1140 a été adoptée. Goldboard, bientôt surnommé Goldbow, est devenu l'unique acheteur, exportateur et arbitre du secteur aurifère. Un monopole public conçu comme un scalpel pour trancher les chaînes d'intermédiation. Les marchés locaux ont changé de visage. Les étrangers ont été exclus du négoce artisanal. Les points de sortie ont été resserrés. La transparence est devenue une exigence, non une option. Le secteur a réagi immédiatement. Les volumes officiels ont bondi. Les prix offerts aux mineurs sont devenus plus stables. Les routes de contrebande ont commencé à se fissurer. Des saisies plus fréquentes ont confirmé la perturbation de réseaux installés depuis des années. Mais c'est l'après-coup qui a le plus surpris. D'avril à mai, l'effet cumulatif a produit une dynamique que personne n'avait anticipée avec autant de rapidité. Les petites exploitations ont doublé leurs exportations en un semestre. Les recettes ont dépassé les niveaux annuels de 2023 en seulement 4 mois. La monnaie nationale a cessé de se déprécier. Les réserves ont augmenté. Et le ministère des Finances a observé une marge budgétaire nouvelle, ténue mais réelle, issue non d'un prêt extérieur, mais d'une ressource interne enfin capturée. Les institutions régissent rarement un secteur aussi rapidement, mais l'or répond à une logique immédiate. Quand les sorties se resserrent, les flux remontent. Ce que la géologie ne change pas, la gouvernance peut le transformer. Et lorsqu'un pays constate que la perte n'était jamais naturelle mais organisée, le retour à l'équilibre peut être foudroyant. Le Ghana venait d'entrer dans une phase où chaque gramme comptait, et chaque gramme restait dans le circuit officiel
confirmait que la rupture initiée sous l'ombre inspirante d'Ibrahim Traoré produisait déjà ses premiers effets structurants. Le basculement le plus révélateur apparaît lorsqu'on compare la situation avant les réformes et celle qui a émergé dès les premiers mois de 2025. Les volumes vérifiés, les recettes consolidées et la part du secteur artisanal ont suivi une trajectoire qui contredit entièrement les tendances historiques. Avant le nouveau cadre, les exportations officielles d'or artisanal tournaient autour de 25 tonnes au premier semestre 2024, un niveau considéré comme difficile à dépasser dans un marché dominé par les intermédiaires informels. Après la consolidation institutionnelle, ces mêmes exportations ont atteint 51,5 tonnes au premier semestre 2025, soit une progression de 100%. Cette hausse reflète un déplacement massif des flux parallèles vers ces circuits formels et montre que les incitations économiques peuvent être modifier des comportements enracinés depuis des décennies. La deuxième donnée majeure se lit dans les recettes globales. En 2023, le Ghana avait accumulé 2,19 milliards de dollars sur 12 mois, un résultat jugé stable, mais insuffisant au regard du potentiel national. En seulement 4 mois de 2025, les revenus consolidés ont atteint 2,7 milliards de dollars, dépassant ainsi la totalité de l'année 2023. Ce bond témoigne de l'impact direct d'un encadrement centralisé et prouve que la perte antérieure n'était pas conjoncturelle mais structurelle. Il confirme également qu'une large part de la valeur se trouvait auparavant capturée par des filières opaques plutôt que par l'économie nationale. Le troisième indicateur emblématique est le saut de performance enregistré entre février et mai 2025, période durant laquelle Goldboard a acheté et exporté 41,5 tonnes d'or provenant du secteur artisanal et à petite échelle. Cette donnée constitue une rupture historique, car jamais un organe public n'avait capté un volume comparable dans un laps de temps aussi court. Elle montre à quel point l'alignement institutionnel a modifié les préférences de vente et a offert aux mineurs une alternative stable et légitime. Ces 3 chiffres, étudiés ensemble, décrivent un système en mutation rapide. L'essentiel ne réside pas seulement dans leur ampleur, mais dans ce qu'ils révèlent sur les mécanismes autrefois invisibles. Pendant des années, les autorités pensaient affronter une contrainte géologique ou un problème de compétitivité. Elles faisaient en réalité face à une asymétrie d'information et à un déficit de contrôle institutionnel. Lorsque ces asymétries disparaissent, les flux monétaires suivent une logique plus prévisible et se réorientent vers les structures nationales. Les données secondaires confirment cette dynamique. Les prix offerts aux mineurs dans les points d'achat officiels se sont stabilisés, réduisant l'arbitrage entre marchés formels et informels. La volatilité de la monnaie nationale a diminué, traduisant la confiance accrue liée à des recettes plus régulières. Les réserves en devises ont connu une amélioration notable, renforçant la capacité de l'État à absorber les chocs externes. Un autre élément souvent négligé est la rapidité de la transition. De nombreux observateurs estimaient qu'un tel ajustement exigerait plusieurs années, compte tenu de la profondeur des réseaux de contrebande. Pourtant, les chiffres démontrent qu'une partie significative du marché était en réalité contenue dans un espace de décision très étroit. Une fois les incitations modifiées, les comportements ont changé presque immédiatement. Cette constatation montre que le potentiel inexploité du secteur était moins lié aux capacités techniques qu'à la structure des règles. Les données disponibles soulignent aussi que la transformation n'est qu'à son début. Le système national de traçabilité, annoncé pour 2026, devrait produire des mesures encore plus fines et réduire davantage les marges laissées aux pratiques illicites. L'installation d'un laboratoire certifié ISO ajoutera une couche de fiabilité supplémentaire, permettant aux lingots raffinés localement d'accéder au marché premium. Ces évolutions techniques renforceront la solidité des données actuelles et transformeront des avancées rapides en progrès durables. Au final, les 3 indicateurs, volume, recette et captation du secteur artisanal, montrent une même réalité. Lorsque le contrôle se recentre, la valeur suit. Et la trajectoire observée appelle une conclusion claire. L'économie minière du Ghana ne répondait pas à un manque de ressources, mais à un manque de contrôle, désormais corrigé par un ensemble cohérent d'outils institutionnels.
Les débats autour du nouveau cadre ghanéen sur l'or ont rapidement cristallisé deux positions fortement argumentées, chacune soutenue par des acteurs économiques et institutionnels qui disposaient d'éléments sérieux à faire valoir. D'un côté, plusieurs analystes affirmaient que la centralisation complète du commerce aurifère risquait d'affaiblir l'attractivité du pays, en particulier auprès des investisseurs internationaux qui avaient historiquement fourni capitaux, technologies et réseaux logistiques. Selon eux, réduire l'espace des opérateurs étrangers pouvait entraîner une contraction progressive des flux financiers, pousser certaines entreprises à redéployer leurs investissements vers des juridictions plus permissives et ralentir la modernisation des opérations minières. Ils redoutaient également que la concentration des pouvoirs d'achat et d'exportation entre les mains d'une seule entité publique crée des effets de goulot, allonge les délais de traitement et introduisent une rigidité administrative susceptible de décourager les acteurs du terrain. De l'autre côté, un argument tout aussi solide soulignait que l'ancien modèle ne pouvait plus être considéré comme une référence viable. Pendant des années, la présence massive des intermédiaires privés n'avait pas empêché les pertes structurelles ni réduit la contrebande. Au contraire, elle avait coïncidé avec l'écart commercial de 229 tonnes constaté entre 2019 et 2023. Les défenseurs du nouveau dispositif expliquaient que la centralisation n'était pas une renonciation au marché, mais une correction nécessaire d'un environnement où les incitations économiques, fiscales et réglementaires étaient désalignées. Ils rappelaient que les petites exploitations avaient doublé leurs exportations entre 2024 et 2025 précisément grâce à ce recentrage institutionnel, et que l'amélioration rapide des recettes nationales démontrait que le système précédent ne captait qu'une fraction de la valeur réelle. La réponse la plus cohérente, lorsqu'on examine les données, n'ignore aucun des deux camps, mais s'appuie sur ce que montrent les faits. Les risques liés à la centralisation existent, mais ils ne se sont pas matérialisés dans les premiers mois. Les revenus ont augmenté, les volumes ont doublé, et l'accès au marché formel s'est élargi. Ces tendances indiquent qu'un modèle de contrôle renforcé peut réussir lorsqu'il est accompagné de transparence, de règles stables et d'un effort clair pour intégrer les mineurs à petite échelle dans l'économie officielle. Elles montrent surtout que, dans un contexte marqué par la contrebande et la sous-déclaration chronique, le statu quo représentait un risque bien plus élevé que la réforme. La bascule se révèle ici. Ce moment précis, au cœur du processus, montre comment un cadre encore jeune a réussi à inverser une trajectoire considérée comme bloquée depuis des décennies. Lorsque Goldboard est devenu l'unique acheteur légal, l'écosystème s'est réorganisé avec une rapidité qui aurait semblé irréaliste un an plus tôt. Les intermédiaires ont perdu de leur influence, les flux parallèles se sont contractés et les mineurs artisanaux ont découvert qu'un canal officiel stable pouvait offrir des prix compétitifs sans les risques associés au réseau informel. Cette transition n'a pas été abstraite. Elle a transformé le comportement de milliers d'acteurs individuels, du collecteur local au négociant régional, chaque décision microéconomique réorientant davantage la valeur vers les circuits nationaux. Le pivot est devenu encore plus clair lorsque les données ont confirmé que l'essentiel de la fuite se trouvait en surface, non dans les sols. Une simple reconfiguration du contrôle suffisait pour changer les équilibres. Et c'est précisément à ce stade que l'on perçoit l'influence du modèle introduit au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, dont la logique institutionnelle permettait de comprendre pourquoi la centralisation produisait des effets immédiats plutôt qu'escalonnés. Les effets concrets du nouveau dispositif ont émergé avec une clarté progressive, révélant comment un changement institutionnel ciblé peut redéfinir simultanément plusieurs couches de l'économie nationale. Le premier impact s'est manifesté chez les ménages, particulièrement dans les régions minières, où l'activité artisanale représente une part essentielle des revenus locaux. Lorsque les prix offerts par les points d'achat officiels se sont stabilisés, les mineurs ont obtenu une rémunération plus juste, réduisant la dépendance aux intermédiaires informels. Dans de nombreuses localités, le revenu quotidien a gagné en prévisibilité, permettant aux familles d'amortir les variations du marché et d'accéder plus sûrement aux services essentiels. Cette évolution a également limité l'endettement des travailleurs
autrefois contraintes d'emprunter auprès de réseaux privés qui imposaient des conditions opaques et souvent désavantageuses. Le second effet a concerné les entreprises nationales. Avec l'exclusion progressive des négociants étrangers, des groupes ghanéens ont pris une place nouvelle dans la chaîne de valeur. La construction d'installations de raffinage, la création de maisons de commerce et l'organisation de réseaux logistiques se sont accélérées. Ce repositionnement a ouvert un espace entrepreneurial autrefois verrouillé par la domination de sociétés multinationales. Il a également favorisé l'émergence de partenariats entre acteurs locaux, renforçant la résilience du secteur face aux fluctuations internationales. Pour ces entreprises, la centralisation a créé une prévisibilité qui facilitait les investissements et réduisait les risques liés à la concurrence déloyale. Le troisième impact s'est révélé au niveau des institutions de l'État. L'augmentation des recettes aurifères a amélioré la disponibilité des devises, renforçant la capacité du gouvernement à financer ses besoins sans recourir systématiquement à l'endettement extérieur. Cette marge budgétaire nouvelle a permis de stabiliser la monnaie nationale et de restaurer une partie de la confiance des marchés. Les données consolidées ont donné aux autorités un outil inédit pour surveiller le secteur et anticiper les variations de flux, ce qui améliorait leur capacité de régulation. La mise en place du système de traçabilité annoncé pour 2026 promettait d'ajouter une couche supplémentaire de contrôle et d'intégrité, inscrivant la réforme dans une dynamique durable. Enfin, le quatrième impact s'est manifesté dans la région et les relations extérieures. Les succès enregistrés ont attiré l'attention des gouvernements voisins, en particulier ceux du Sahel, confrontés à des défis similaires. Certains ont commencé à étudier la création de leur propre structure de contrôle, inspirée par un modèle qui prouvait qu'une gestion rigoureuse pouvait renverser des tendances anciennes en quelques mois seulement. Les discussions régionales ont pris une nouvelle dimension, où la souveraineté sur les ressources devenait un thème central plutôt qu'un simple mot d'ordre politique. Et dans ce mouvement, la référence au précédent créé au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré est devenue récurrente, formant un fil conducteur entre les transformations nationales et les aspirations continentales. Ces effets combinés dévoilent une transformation systémique. Quand la valeur cesse de fuir, les structures se renforcent à tous les niveaux. Le paysage qui s'ouvre devant le Ghana au cours des 12 prochains mois peut être lu à travers 3 trajectoires distinctes, chacune reflétant un degré différent de consolidation institutionnelle et de réaction des acteurs du marché. L'évolution des recettes, la discipline administrative et la robustesse du système de traçabilité détermineront la direction réelle, mais les lignes de force apparaissent déjà suffisamment nettes pour envisager des scénarios cohérents. Dans une première hypothèse, dans cette configuration, Goldboard continue de stabiliser le marché, les volumes mensuels restent élevés, mais sans nouvelles accélérations spectaculaires. Les mineurs artisanaux maintiennent leur préférence pour les canaux officiels et les entreprises nationales étendent leur capacité de raffinage. Les recettes demeurent solides, permettant au gouvernement d'entretenir une marge budgétaire prudente et d'éviter une dépendance excessive au financement extérieur. Le système de traçabilité, bien qu'encore en déploiement, commence à réduire les marges laissées aux pratiques illicites et renforce la crédibilité du dispositif. Ce scénario représente le prolongement le plus probable des tendances observées durant les 8 premiers mois de 2025. Dans une perspective optimiste, dans cette perspective, le Ghana bénéficie d'une dynamique plus large. Certains pays du Sahel avancent vers des réformes similaires, réduisant les routes de contrebande régionales et renforçant l'efficacité du contrôle national. Les investissements ghanéens dans la transformation locale progressent plus rapidement que prévu, ce qui permet d'augmenter la part d'or raffinée avant exportation. Les recettes bondissent de manière continue, soutenues par une meilleure intégration institutionnelle et par l'accès au marché premium grâce aux normes de qualité renforcées. La monnaie nationale se stabilise davantage et le gouvernement dispose d'une latitude nouvelle pour financer le développement sans créer de vulnérabilité macroéconomique. Dans ce cas, le Ghana deviendrait une référence continentale en matière de gouvernance minière. Dans un scénario plus incertain, une troisième voie envisage une adaptation des réseaux illicites, capables de contourner certaines mesures de contrôle par des routes transfrontalières renouvelées.
Les procédures administratives pourraient ralentir certains acteurs locaux si elles ne sont pas ajustées à temps, créant une friction entre intentions politiques et réalités opérationnelles. Des retards dans la mise en œuvre du système de traçabilité affaibliraient la capacité du Ghana à maintenir la pression sur les circuits clandestins. Ce scénario n'annule pas les progrès réalisés, mais il en réduit l'ampleur et ralentit la diffusion des bénéfices au reste de l'économie. Les transformations observées au Ghana ne prennent tout leur sens que lorsqu'on examine la manière dont elles touchent directement les personnes qui vivent au cœur de l'économie minière. Pour ceux que l'on pourrait appeler, en douceur, le premier groupe, les travailleurs et familles des zones aurifères, la réforme signifie surtout une chose, la possibilité de planifier. Lorsque les prix sont prévisibles et les transactions sécurisées, les ménages peuvent maintenant mieux gérer les périodes creuses, financer l'éducation des enfants et réduire la dépendance aux dettes informelles qui les piégeaient depuis des années. Dans ces régions, la stabilité n'est pas une abstraction économique. Elle se mesure dans la distance entre l'incertitude et la dignité retrouvée. Pour un deuxième groupe de lecteurs, les jeunes actifs urbains, souvent séduits par l'idée de partir à l'étranger ou contraints d'accepter des emplois précaires, la hausse des recettes nationales ouvre un horizon nouveau. Des investissements mieux ciblés dans les infrastructures, dans l'industrialisation de la chaîne aurifère et dans les services publics créent un environnement où les opportunités locales gagnent du terrain. Ce basculement contribue à rétablir une forme de confiance collective, celle qui fait croire que l'amélioration de la vie quotidienne peut venir de l'intérieur et non uniquement de facteurs extérieurs. Enfin, pour un troisième groupe, la diaspora, la transformation du secteur minier apporte une réponse à une préoccupation ancienne, la transparence. Beaucoup ont suivi pendant des années les contradictions entre potentiel et résultat, entre ressources et pauvreté, sans comprendre où se perdait réellement la valeur. Le nouveau cadre apporte une lecture plus nette, offrant à ceux établis à Londres, New York, Toronto ou Accra la possibilité de soutenir un modèle qui commence enfin à aligner richesse créée et richesse capturée. À travers ces groupes, une même idée circule. Quand les règles changent, les trajectoires individuelles aussi. Pour assurer que les progrès observés ne restent pas un épisode isolé, mais deviennent une dynamique durable, le Ghana doit s'appuyer sur une feuille de route structurée, capable de verrouiller les acquis tout en anticipant les zones de fragilité. Cette trajectoire s'articule autour de plusieurs étapes précises qui, ensemble, transforment la centralisation institutionnelle en un cadre pérenne et résistant aux fluctuations internes comme externes. D'abord, la priorité est de finaliser le système numérique qui suit chaque gramme d'or depuis la mine jusqu'au point d'exportation. L'objectif est d'éliminer les angles morts car ce sont eux qui nourrissent les réseaux parallèles. Cette plateforme doit intégrer les opérateurs agréés, les districts et les centres régionaux en imposant une horodatation systématique. Ensuite, la deuxième étape consiste à multiplier et professionnaliser les points de collecte afin de rendre le marché formel plus accessible que les circuits informels. Lorsque les mineurs trouvent proximité, rapidité et prix équitable, ils n'ont aucune raison de se tourner vers la contrebande. Cette logique a déjà prouvé son efficacité dans d'autres juridictions inspirées du modèle initié au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Puis, la troisième mesure vise à renforcer la chaîne de valeur nationale. Exporter des lingots raffinés plutôt que du minerai brut multiplie la valeur capturée, stabilise les revenus et réduit la dépendance aux centres étrangers. Ce développement offre également des emplois qualifiés et crée un tissu industriel durable. Enfin, une dernière étape consiste à établir des normes de divulgation qui obligent toutes les entités liées au secteur à publier des données cohérentes. Ces exigences limitent les manipulations comptables et accroissent la confiance publique. Elles assurent aussi que les futures administrations ne puissent pas affaiblir le système sans laisser de traces visibles.